C'est l'équipe du soir, bonsoir. Lundi noir dans l'équipe du soir, on a appris la disparition de, on va dire, 3 amoureux de sport. Vous avez reconnu la musique d'Ennio Morricone, la musique du professionnel Jean-Paul Belmondo, disparu aujourd'hui à 88 ans. Tout le monde du sport lui a rendu hommage. Jean-Pierre Adams, défenseur central, 22 sélections dans les années 70, s'est éteint. Puis une triple peine puisqu'hier on a appris le décès de Xavier Rivoire, chroniqueur de l'équipe du soir, puis membre de la première équipe qui a monté cette chaîne que vous aimez, que vous regardez, donc qui s'appelait non pas la chaîne L'équipe, mais l'équipe TV. Jean-Paul, Jean-Pierre et Xavier, nous adressons à tous vos proches, évidemment, nos condoléances. Et on va présenter le casting ce soir avec le président Sébastien Tarago, Siani Dalma, Guillaume Dufy, Régis Broir et Dominique Sévrac. Et pour évoquer la mémoire de Jean-Paul Belmondo, je me suis souvenu d'une de mes lectures. C'était en 2016, c'était l'Équipe Mag qui faisait l'événement. Vous allez voir cette couverture, pif, paf, poum, bébel à la une, avec un titre un peu malicieux, c'est Lecteur de l'équipe en 1946. Et tenez-vous bien, j'appelle tout de suite Romain Lefebvre qui avait réalisé l'interview en compagnie de Julien Pichenet. Romain, bonsoir. Bonsoir. J'ai relu l'interview cet après-midi. Et lorsqu'on va interviewer un monstre sacré du cinéma, on doit être un petit dans ses petits souliers. Mais j'ai l'impression que dès les premières lignes, il y avait un rapport entre vous, un membre éminent de l'équipe, et un acheteur de l'équipe, non? Est-ce que vous avez senti ça un peu? Ouais, plus qu'un acheteur, un amoureux. Ouais. Un amoureux, c'était son compagnon, en fait, l'équipe, son compagnon d'une vie. Il l'a dit, il pense qu'il a lu le premier numéro de l'équipe en 1946, il avait 13 ans à l'époque, il était déjà fan de sport. Et en fait, cette passion, elle est née avec évidemment son sport d'origine, qui est la boxe, et plus particulièrement avec Marcel Cerdan, et c'est ce qu'il raconte dans cette interview. C'est en voyant, plutôt en écoutant un combat de boxe de Marcel Cerdan à New York, qu'il est devenu complètement accro de ce sport. C'est une gueule, hein. Les photos sont magnifiques. Ouais. Il y a un fond photo de l'équipe de photos de Belmondo qui sont extraordinaires. Parce qu'il a tout de suite noué un rapport avec le journal, avec le sport et avec le journal qui était évidemment le témoin principal du sport. Il y a une collision entre la carrière cinématographique et la passion du sport de Jean-Paul Belmondo. Il y a une photo, à bout de souffle, 1960. Vous l'aviez réédité donc, pour cette édition qui est sortie donc, le 27 février 2016. On est lors du tournage à bout de souffle, hein, qui a fait changer sa carrière, le film de Jean-Luc Godard. Et dans l'interview, vous lui posez une petite question sur les anecdotes de tournage avec Godard. Comment ça se passait? Vous vous souvenez de ce qu'il vous avait répondu? Ouais, il avait répondu qu'il parlait de sport, qu'il parlait de boxe et de foot. Pas de cinéma. Mais pas de cinéma, jamais de cinéma, non. Et cette image là, qui est sur le tournage, en fait, c'est l'image de toute sa vie. C'est-à-dire qu'il l'a dit 1000 fois. C'est que pendant qu'il prenait ses cours au conservatoire, il lisait l'équipe en cachette, planqué au fond de la classe. Dans un cours de littérature d'ailleurs. Voilà. Qu'est-ce que vous lisez, Belmondo? Le prof de littérature lui demandait: Belmondo, qu'est-ce que vous lisez? Est-ce que vous êtes sur des grands classiques, des grands auteurs? Et il lisait l'équipe. Il disait: je lis l'équipe. Voilà. Alors qu'à la lecture de l'entretien, et vous l'avez rappelé dans votre première intervention, Romain, il a une passion dévorante pour un champion, c'est Marcel Cerdan. C'est le champion de l'après-guerre. Ouais, c'est le champion fondateur, c'est celui qui a tout construit dans sa passion pour la boxe. Il a eu la chance de le voir boxer en 48 avec son père au Palais des Sports. C'était un souvenir mémorable, évidemment. Et de là est parti son amour indéfectible pour ce sport jusqu'à ces dernières années. C'est-à-dire il s'est déplacé, il est allé voir 5 fois Mohamed Ali aux États-Unis, à Las Vegas. Il a fait des combats de boxe de Klitschko à Düsseldorf, à Francfort. Il est allé voir Mormec. Il a vu tous les boxeurs français, toute la génération, les Tuoso, Asloum. Il les a tous connus. Je pense qu'il n'y a pas une réunion de boxe à laquelle il ait pu échapper. Et en fait, il construisait son programme de tournage et ses vacances en fonction du calendrier de boxe. C'était vraiment sanctuarisé, exactement comme la quinzaine de Roland-Garros d'ailleurs. Et dans la lecture quotidienne de l'équipe, si vous avez la chance de rencontrer Belmondo, il ne fallait pas fondamentalement lui parler de ses films, mais si je vous dis Georges Peters, le baron, alors là, Georges Peters était un journaliste de l'équipe. C'est les premiers écrits, c'est là qu'il a découvert le récit de la boxe sous la plume de Georges Peters, qui était le chroniqueur de la boxe dans les années 40-50 et qui a duré à l'équipe jusqu'en 72. Et puis après, il s'est fidélisé, il était très fidèle aux grandes plumes de l'équipe, jusqu'à Blondin, évidemment, dont il a écrit d'ailleurs l'homélie le jour de ses obsèques en 91. C'est lui qui l'avait dite.
Passion pour les champions, passion pour la boxe, il pratique. Il a fait combien de combats? Alors, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, lui dit que c'était totalement insignifiant. Charles Gérard, dans un document qui s'appelle Belmondo par Belmondo, affirme qu'il en a fait 12, 6 victoires, 6 matchs nuls. Lui dit que c'était c'était rien du tout. Bon, on va rester entre 9 et 12, on va dire. Mais c'est pas un grand souvenir pour lui parce que en fait, il n'aimait pas prendre les coups. Et il le dit d'ailleurs. C'est pour ça qu'il n'a pas prolongé cette carrière qui aurait pu être une carrière de professionnel parce qu'il avait tous les atouts. Il avait la vitesse, le physique évidemment. Il était super bien galbé. Mais après, il n'aime même pas prendre des coups. Et puis, il a eu un petit problème de santé. Il a eu un petit problème au poumon respiratoire qui faisait qu'il ne pouvait pas endurer des grosses séances. Et c'est pour ça qu'il s'est rabattu sur autre chose. Il a continué à aller à la salle pour s'entretenir physiquement parce que c'était un athlète de haut niveau. Mais il a arrêté la boxe pour se consacrer à un sport, on va dire, moins dangereux et moins physique, le foot, en l'occurrence dans les buts. Ouais, haute période, gardien de but, enfin même si il vous confesse qu'il a commencé à jouer très tout jeune, petit, à 10 ans. 10 ans ouais, donc gardien de but. Est-il vrai que ces talents de gardien lui ont permis de sauver sa place à l'école? Parce qu'il n'était pas très bon élève. Le directeur de l'école, qui était l'école Pascal, dans le 16e arrondissement à Paris, avait dit à ses parents, écoutez, il est nul, il n'est pas bon en classe, mais c'est le meilleur de l'équipe, donc on le garde. Voilà. L'équipe fonde les Polymusclés, alors qu'une association de bienfaiteurs. Alors à la fois, vous voyez, il y a des stars de l'époque comme Coppa, mais il y a également donc des stars comme Belmondo, comme Claude Brasseur, comme Sacha Distel et comme Michel Drucker, mais qui est pas terrible en foot, c'est ça. Et puis il vous dit, il n'a pas gardé un bon souvenir, et en fait ces matchs-là, c'est d'ailleurs un journaliste de l'équipe qui a créé les Polymusclés, qui c'est un peu l'ancêtre du Variété Club de France. Roger Bastide. Voilà. Donc lui, il adorait faire ça. Il se prenait pas du tout au sérieux. Il était gardien et capitaine, donc il organisait des matchs un peu enlevés de rideau de rencontres internationales. Et c'est comme ça qu'il a quand même joué au Parc des Princes devant 40 000 personnes. Ça lui faisait pas peur du tout, ça l'amusait. Il faisait un peu le guignol parce que c'était déjà un amuseur public. Et donc évidemment, dans les buts, il adorait plonger, se jeter dans les pieds des adversaires. C'était vraiment son kiff. Je sais pas, une petite réaction sur la disparition de Jean-Paul Belmondo, sur son rapport au sport. Là, Romain nous conte un petit peu sa légende. Alors, un petit peu de biais, hein, vu par sa passion du sport. Je trouve quelqu'un qui était extrêmement simple. Mais il dit que le sport a sauvé sa vie. Il dit le sport a sauvé ma vie. C'est une phrase qui... Il me semble que c'était en 2018 dans Le Parisien. C'était chez vous. Voilà. Ouais. Oui, avec Michel, je pense. Ouais. Et donc, c'est vraiment... ça a toujours parcouru sa vie, quoi. Pour rigoler, on peut même dire qu'on le voyait à Roland-Garros, quand il était avec Charlie Gérard dans une loge en train de regarder les matchs. Mais on sait qu'il a une passion, qu'il a été à l'origine de la création du Paris Saint-Germain. Ouais. Donc, ça vraiment... Et puis, on sait qu'il faisait lui-même ses cascades. C'est-à-dire qu'il faut être sacrément sportif pour faire le métro aérien, être accroché, pour être en hélicoptère suspendu dans la maison de la radio, dans Peur sur la ville. C'était une bête physiquement, quoi. On a une photo avec son ancienne compagne Nati. Il a été à l'origine, il a participé à la bande qui a créé le Paris Saint-Germain. On est en 1973. Racontez-nous, Romain. Oui, à l'époque, c'est une bande de potes. Il y a Charles Tallard, il y a Daniel Echter, Jackie Bloch. Et puis Guy Bossan. Et c'est une bande de copains qui décident de mettre, entre guillemets, de mettre des ronds dans le Paris Saint-Germain. Et donc, ils acceptent de signer un document, d'ailleurs, qui circule sur Twitter depuis cet après-midi. Je vous invite à le voir sur le compte de Michel Collard, qui est un spécialiste du PSG. Il y a ce facsimilé dans lequel le premier nom qui apparaît, devant ceux que j'ai cités, c'est Jean-Paul Belmondo. Il y est resté, mais pas très longtemps, parce qu'il a été très affecté par la mise à l'écart de Just Fontaine, qui était à l'époque entraîneur du PSG. Lui, il était un proche de Just Fontaine qu'il admirait beaucoup, c'était une des idoles de sa jeunesse, on va dire. Et à partir du moment où Just Fontaine a été écarté, il a dit fini pour moi, il n'avait plus trop le temps, il avait ses tournages, et il a dit, il est resté un amoureux du PSG, on le voit, il allait souvent dans la corbeille, mais pas au point de rester investi dans le club. Dans le Parisien, en 2018, Jean-Paul Belmondo est interviewé. Que pensez-vous de Neymar, Cavani ou Mbappé? Réponse de Belmondo, ils gagnent trop d'argent, ils ont trop de sous, c'est immoral, ça tue l'esprit sportif. Autrefois, Coppa ne gagnait rien du tout alors qu'il jouait au Real. Est-ce que c'est, peut-être une question même ouverte, beaucoup de nostalgie ou un peu de lucidité sur le sport business? Un peu des deux. Une remarque aussi générationnelle, que si vous parlez aux anciens, à mon père, la génération Belmondo, il tiendra à peu près le même
Le même discours. Il est né en À 23. leur époque, l'argent n'existait pas. Non, mais les deux, mais par exemple, Raymond Kopa, c'est un homme qui a quitté le Real Madrid, où il gagnait titre sur titre, pour revenir au stade de Reims, parce qu'il voulait faire du business, justement, en France, à Reims, et il considérait que c'était mieux pour son avenir professionnel d'arrêter de jouer au Real Madrid et de revenir en France pour l'après-carrière. Donc c'est une autre époque, évidemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'équivalent de Raymond Kopa, je ne sais pas, mais... Raymond Kopa, c'était immense, c'est Ballon d'Or. C'est un Ballon d'Or, donc. C'est incroyable, c'est 3 Ligues des Champions. Je pense qu'il ne s'inquiète pas de sa reconversion, en tout cas pas pour des raisons financières. On quittera, et c'était une évocation de Dominique Sévrac. Tous les ans, on le voyait à Roland-Garros. Alors, il vous en parle. Il aime bien, il a quelques flashs, comme la finale en 84. Ouais. Entre Lendl et McEnroe. Là, il y a une photo, et j'ai appris ça en préparant l'émission, c'est une photo que lui a offert Marc Rosset. On est en 1996, c'est ça? Ouais, en 96, Marc Rosset est né de 7-0 contre un Allemand, Bernd Karbacher, et il remonte ses 2 sets de handicap pour gagner, pour s'imposer. Et il a entendu pendant le match allez Rosset, vas-y Rosset. Et il se trouve que cette semaine-là, pendant ce tournoi-là, Rosset était il habitait chez un copain à Paris, il le raconte demain dans l'équipe, il regardait des films de Belmondo tous les soirs. Et il voit Belmondo s'adresser à lui sur le court, il dit c'est pas possible, je suis en train de vivre dans un film. Et à la fin, en sortant du cours, il lui confie sa raquette. Et Belmondo l'a appelé 2 jours après pour le remercier très chaleureusement. Il avait été très touché par ça. Il y a eu d'autres anecdotes aussi, notamment une fois où Becker, en bout de course, est venu chercher une balle dans la loge de Belmondo. Et on le voit serrer la main de Belmondo au-dessus des fleurs, parce que sa loge était le long de la ligne de fond de cours. Elle était d'ailleurs, la ligne de fond de cours était surnommée la Belmondo par les juges de ligne, puisqu'il lui arrivait parfois de juger une balle faute et de dire « Ah, elle est faute ». Il lâchait son petit chien, il lâchait son Yorkshire nain, et il disait « Elle est faute ». C'est comme ça que les juges de ligne ont appelé la Belmondo. « Tu prends la Belmondo », on lui disait. Romain, merci beaucoup. Prenez la tangente, la grille du parc chez nous. Merci beaucoup. Donc c'est à lire demain. Beaucoup de choses savoureuses à lire dans le journal L'équipe. Virginie, bonsoir. Le monde du sport, je l'ai dit en introduction, donc a rendu hommage à Jean-Paul Belmondo, disparu donc aujourd'hui. Vous avez fait une petite compilation. Oui, j'ai commencé par évidemment le communiqué du PSG où Jean-Paul Belmondo a bien sûr joué l'un des principaux rôles de sa vie, on le sait tous. Le club et son président parlent d'un formidable comédien qui laisse pour toujours le souvenir de son amour indéfectible pour le Paris Saint-Germain. Les Ultras évoquent, eux, une fidélité sans limite. Beaucoup de sportifs le pleurent. Teddy Riner l'avait rencontré plusieurs fois, tout comme Tony Yoka qui se dit très touché par la disparition de celui qui est venu à pratiquement tous ses combats et qui le remercie pour son support inconditionnel sur le ring et en dehors. Fabien Galtier, le sélectionneur du 15 de France, remercie ce géant, ce monument, ce passionné de rugby pour tout ce qu'il a apporté au pays. Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, délivre son respect éternel à un immense acteur, mais aussi un véritable athlète, un amoureux de sport et des sportifs. Et puis Didier Deschamps, à la veille du match crucial contre la Finlande demain, a lui aussi salué la mémoire d'une légende avec qui il a pu échanger. C'est la perte d'un monument du cinéma français qui était très amoureux du sport, tennis, cyclisme, football. J'ai eu l'occasion, j'ai eu ce privilège de discuter plusieurs fois avec lui, avec beaucoup d'humilité. Donc c'est évidemment un grand personnage qui nous quitte. Et sincères condoléances à tous ses amis et ses proches. Et je rajouterai aussi, puisqu'il y a d'autres décès, dont un qui vous touche peut-être autant, puisque c'est un de vos confrères que j'ai eu l'occasion de côtoyer quand j'étais à Chelsea, Xavier Révoire. Voilà. Et sincères condoléances aussi à sa famille et à ses proches. On a évidemment une pensée pour la famille de Xavier. France-Finlande, c'est donc demain à Lyon, bleu dernier. On va aller voir l'envoyé spécial qui suit les Bleus Didier Deschamps à la trace. C'est Bertrand Latour. Bertrand, bonsoir. Bertrand, Bertrand, on a déjà le son. Je pense que voilà, l'image a été, je cite la régie, défrisée. Elle est légèrement frisée. Des nouvelles des Bleus, mon cher Bertrand. On va commencer avec la liste, mais la liste un peu des absents, puisque Didier Deschamps a communiqué sur ça.
Oui, c'est ça, exactement, Olivier, avec Aurélien Tchouameni qui a participé à la séance à part, il a été touché au pied. On a également Thomas Lemar qui est, je cite, le sélectionneur de l'équipe de France souffre d'une gastro forte. Voilà pour ce qui est de Thomas Lemar, et Kingsley Coman touché au mollet, ce qui a nécessité, dans l'hypothèse d'un éventuel forfait, le retour en équipe de France de Wissam Ben Yedder qui rejoint ses coéquipiers donc en sélection à Lyon. Du coup, pour la compo de Didier Deschamps, c'est un véritable casse-tête ou vous avez réussi peut-être à la deviner, à la trouver, Bertrand ? C'est un casse-tête, on en prend l'habitude maintenant après le match en Ukraine, puisqu'il n'y a pas eu de mise en place là encore, et on m'a expliqué que c'était face à la difficulté d'enchaîner un match tous les 3 jours, des blessés également, puis la volonté aussi de mettre un petit peu les joueurs dans l'incertitude et les sortir de leur zone de confort. Ce qu'on peut vous proposer, voilà, des ressentis qu'on peut avoir avec peut-être Loris Loris dans la cage, Dubois au poste d'arrière droit, la charnière avec probablement le retour de Varane, moi peut-être qui sera aligné avec Kimpembe qui lui aussi est un peu embêté en ce moment au niveau musculaire, mais ce qui prendra le risque de mettre un Zouma ou l'anglais, j'ai du mal à l'envisager. À gauche, Digne devant la défense Verretou, puisque Aurélien Tchouameni est souffrant d'un coup au pied, c'est gênant quand même pour jouer un match de foot avec Paul Pogba. Griezmann en soutien de Benzema. À droite, on peut imaginer que Diaby, dans ce contexte avec sa bonne entrée, puisse également postuler, et à gauche, dans ce rôle hybride, Adrien Rabiot. Voilà ce qu'on peut envisager, mais encore une fois, on est quand même dans l'expectative, et les joueurs le sont aussi évidemment. Bertrand, vous allez rester avec nous. On va évoquer la sortie aujourd'hui remarquée d'Hugo Lloris en conférence de presse. Une habitude depuis la rentrée des classes, Hugo Lloris a changé de braquet dans sa communication. D'habitude sans relief, ses sorties sont désormais plus cash, plus piquantes. Question de Vincent Deluc. Quelle est l'atmosphère dans le groupe? Le doute, l'agacement? Qu'est-ce qui traverse le groupe actuellement? Écoutez la réponse d'Hugo Lloris. Je crois qu'il y a un manque de confiance, ça c'est évident. Maintenant, je ne vous cache pas que ça aurait pu être aussi plus catastrophique après le match face à l'Ukraine. Lorsqu'on voit le scénario, on est mené 1-0 à la mi-temps, on s'est fait peur. Maintenant, on attend une réaction bien sûr individuelle de chacun, mais surtout une réaction collective. On a eu un coup d'arrêt lors de l'Euro. Cette élimination nous a fait mal. Est-ce qu'on est guéri? Apparemment, c'est pas le cas, vu de nos 2 derniers matchs. Même si je pense que chacun d'entre nous, nous avons conscience de la situation, c'était peut-être pas forcément le cas avant le match de l'Ukraine. Donc voilà, demain, le match devient encore plus important qu'il ne l'était, et en vue d'avancer sur le plan comptable et surtout de retrouver une confiance. À la veille de retrouver la Finlande, la question, les Bleus sont-ils en crise? Habillage à la française. Et on y va? Oui ou non, Siani Dalma? En entendant les propos de Lloris, j'aurais tendance à dire oui. Tendance à dire oui. Guillaume Dufy, oui ou non? Ouais, en crise et dépressif, non? En crise et dépressif. Régis? Ça y ressemble quand même. Ça y ressemble. La main sur le cœur. Dominique Sévrac. Il est bas ton cœur, non? Il est bas. Oui. Oui. Sébastien Tarago. Oui, et ça date pas d'hier ni d'avant-hier. Ah, ça date de quand, Sébastien? Des problèmes, il y en a toujours dans toutes les équipes, et parfois les victoires les font oublier. En 2018, il y avait déjà des problèmes, et déjà il y avait des soucis entre Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, par exemple. Mais en mars, ça a été très compliqué, et depuis, je pense que Didier Deschamps et son groupe courent après une unité. Et pour moi, ça date de là. Il y avait les problèmes qui existaient déjà, mais ça a éclaté de manière plus spectaculaire lors du rassemblement de mars. Et bien sûr, à l'Euro, parce que les grandes compétitions révèlent toujours ce genre de choses, ça a explosé. Et on se retrouve avec... Il faudrait beaucoup d'émissions, l'émission est courte aujourd'hui, pour parler de l'ensemble des problèmes de l'équipe de France. Siani, un inventaire, des petits détails. Je vous passe la main derrière Sébastien. Bon, je n'ai pas tous les détails de Sébastien, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on a peut-être un petit peu minimisé ce qui s'est passé contre la Suisse. Et j'ai l'impression qu'ils sont un peu traumatisés par ce match et que tout n'a pas été résolu.
on est dans la dynamique de cette mauvaise fin de match contre la Suisse et ils sortent pas de ce tourbillon négatif. Et on le voit là sur des matchs nuls qu'ils enchaînent et ils trouvent pas la solution pour renouer avec la victoire. Donc oui, cette perte de confiance que Hugo Lloris souligne, c'est quand même grave parce qu'il va falloir la retrouver assez rapidement. Il y a ce match de demain contre la Finlande et je pense que s'ils gagnent pas, ils vont s'enfoncer encore et ça peut. Vous avez dit Finlande, Siani? Vous avez dit Finlande, hein? Vous avez dit Finlande? Oui. Oui, parce que Finlande, ils les ont joués, les Bleus de Didier Deschamps, c'était le 11 novembre dernier. Mais c'est une autre compétition, c'est une autre c'est histoire, surtout amical. c'est une autre année. C'est Didier Deschamps qui dit ça, il ne faut pas tout mélanger. Non, mais je suis tombé sur ce match-là, je suis tombé sur une déclaration de Didier Deschamps. On est le 11 novembre 2020, la France donc, a perdu un match 2-0, mais écoutez ce que nous dit Didier Deschamps. On a l'impression qu'il décrit le match de samedi ou de mercredi dernier à la Méno contre la Bosnie. Écoutez-le. État d'esprit, c'est un mot large, mais c'est tout ce qui est générosité, engagement, duel. En face, ils ont mis ce qu'il fallait. Nous, pas suffisamment, même si ça ne nous a pas empêché de faire un bon début de match, les 20 premières minutes, avec 2 occasions. Bon, on prend des buts, évidemment, qui sont évitables, comme souvent, mais ceux-là aussi. Et puis après... c'est donner confiance à l'adversaire avec un bloc bas. Alors certes, on a eu énormément le ballon, mais sans pour autant créer beaucoup de décalage. Voilà, c'est à peu près, si je vous avais mis Deschamps samedi après l'Ukraine, ça aurait été à peu près les mêmes mots. Il y a une crise il y a une crise de résultats, il y a une crise de confiance, une crise de leadership. Antoine Griezmann, il a longtemps, qui est un échec à Barcelone, d'ailleurs cet échec il vient de l'acter en retournant à Atlético. Longtemps il a été arrivé avec le sourire en équipe de France, c'était une manière pour lui de mettre sous le tapis ses problèmes barcelonais. Parenthèse enchantée. Aujourd'hui il les importe ces problèmes et ça a commencé, alors je ne sais pas si ça a commencé en Bosnie, parce que Sébastien parle de mars, c'était à peu près les mêmes matchs. Il y avait la Bosnie, il y avait l'Ukraine au Stade de France. Et le Kazakhstan. Alors, je ne sais pas où ça a commencé exactement, ou si c'est à l'Euro, mais soit vous rebondissez tout de suite, soit il y a un rebond après l'Euro, et bon, on oublie un peu vite, et on oublie assez facilement. S'il n'y a pas de rebond, les problèmes perdurent. Et donc, voilà, le leadership de Griezmann, aujourd'hui, c'est un joueur perdu sur le terrain. Et donc, il n'y a rien qui sauve rien. Il n'y a plus de leadership. Parce que de toute façon... il a des responsabilités fortes pour Antoine Griezmann dans ce qui lui arrive. Mais en plus de cela, il avait un leadership effectivement qui lui était donné par le capitaine de bord, à savoir Didier Deschamps. Et ce leadership lui a été enlevé. Avec le retour de Karim Benzema, on lui a dit, on lui a envoyé le message, tu n'es plus l'homme essentiel de l'animation offensive de l'équipe de France. Maintenant, il va falloir t'adapter mon coco, tu vas aller un coup à droite, après je vais essayer de te refaire plaisir, de te remettre dans l'axe, etc. Et donc, il n'a pas été aidé non plus. Et finalement, il surnageait en équipe de France parce que aussi Didier Deschamps lui donnait une confiance absolue. Le mettait dans les meilleures dispositions. Régis, et après, ça n'a plus été le cas. Régis, sur ce que vous voyez plus en équipe de France, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose de cassé, quelque chose peut-être d'irrémédiable? Il y a beaucoup de choses de cassées, mais il y a une chose qui me semble essentielle, il y a une crise sociale. Ça veut dire qu'il y a une crise de rapport entre les uns et les autres. Et ça vient du management qui a été créé, qui a été voulu par Didier Deschamps, qui a voulu responsabiliser les joueurs et de mettre dans une forme de convivialité, de sympathie entre les uns et les autres. Mais quand vous êtes dans la durée, dans ces rapports-là, de répéter, de dire, parce que j'imagine comment ça se passe, bon, ça va bien dans le groupe, comment tu te sens? Non, mais il n'y a pas de problème, coach, tout va bien. Et vous faites la répétition de tout ça, de ces petites discussions en interne, à tous les joueurs. Mais il n'y a jamais de problème. Mais quand il n'y a jamais de problème avec tout le monde, c'est qu'il y a un vrai problème. Et jusqu'à maintenant... C'est du vécu, non? Oui. C'est pour ça que j'ai pas de problème pour l'expliquer. C'est qu'il y a un vrai problème. Et aujourd'hui, on s'en rend un peu bien compte parce que Lloris l'explique à demi-mot. Ils veulent dire, mais c'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis un moment que ça traîne. Mais on a fait semblant parce que jusqu'à présent, les résultats, les victoires... Pour que Lloris sorte autant de phrases à peu près intéressantes depuis 15 jours, ça veut dire que ça doit être l'enfer
au sein du groupe. Parce que lui, ce qu'il veut dire, en gros, si on traduit, c'est on est nul, on comprend rien, on est mauvais, on n'a pas envie. On sort sur 2018. Quand Pogba dit on n'est plus la meilleure. 2018. Ouais. Et quand Pogba dit on n'est plus la meilleure équipe du monde et on ne l'est pas, enfin là aussi, c'est une façon de dire avec les formes que l'équipe de France n'est pas bonne. Ouais, j'espère qu'il regarde ces matchs aussi, Paul. Bertrand, est-ce qu'il y a eu des réunions, des discussions, quand je parle de réunions, c'est un peu théâtral, mais des discussions entre joueurs. Est-ce que depuis ce match nul en Ukraine, il y a des choses qui vous sont revenues un peu aux oreilles? Très belle qualité de mèche chez Bertrand. C'est gentil, Dominique. Oui, bien forcément qu'il y a des discussions, il y a des débriefings de matchs qui sont organisés à chaque fois au lendemain de rencontres de l'équipe de France, peu importe le résultat. Mais là, les discussions, forcément, elles existent, ils sont forcément conscients du contexte qui les entoure, ils lisent ce qui est écrit, pour certains ils écoutent ce qui peut être dit également, et puis ils sont encore mieux placés que nous pour voir les difficultés qu'ils rencontrent au cours des matchs. Donc forcément ils n'en sont pas insensibles, et ce qui est le plus intéressant, je trouve, et pas le plus réjouissant, c'est que de l'aveu même du capitaine de l'équipe de France, c'est une équipe de France qui doute maintenant, donc ça c'est quand même l'ennemi du sportif de haut niveau, et ce doute-là les a gagnés, alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça, ils se voyaient, et nous aussi, mais eux c'est le plus important, tous très beaux, puisqu'on se souvient des déclarations de certains dans la préparation de l'Euro, où certains ont affirmé eux-mêmes que nous avions la meilleure équipe du monde. Donc quand ensuite vous faites face à des difficultés au point de ne pas pouvoir battre les adversaires qui nous sont proposés de ce calibre-là, forcément, il y a grand danger. Et donc, moi, je pense que l'équipe de France, elle est en crise. C'est pas pour ça qu'il faut tout remettre en question, qu'il faut virer tout le monde, etc. Mais le match de demain, il est très, très important. France-Finlande, sur le papier, ça fait pas rêver, mais ils auront bien besoin de l'appui de tous les supporters, puisque le match de demain sera à guichet fermé. Là, c'est chaud parce qu'ils ont des difficultés à trouver les solutions, parce qu'il y a chaque jour, il y a des communiqués. C'est un hôpital, cette équipe de France. Les joueurs arrivent blessés, en cours de route parfois ils se blessent, enfin, c'est très très difficile. Il n'est jamais forfait. Bertrand Latour. Bertrand, on vous retrouve un petit peu plus tard. Le JT Express, Virginie Saint-Cily, les infos du soir. Les Bleuets de Sylvain Ripoll se sont également pris les pieds dans le tapis face au redoutable Féroé lors des éliminatoires de l'Euro 2023. C'est ça, match nul, un partout. Le premier but est pourtant français et assez rapide. Dès la 8e minute, Sofiane Diop lance habilement Amine Gouiri qui élimine la défense pour se placer dans l'axe. La frappe est mal contrée par le gardien. Et puis c'est Stéphane Lokin en face qui va égaliser pour les Féroïens en seconde mi-temps sur une énorme erreur de relance de Mélier. Le gardien français se manque complètement. Loïc Badécourt, on le voit, mais c'est trop tard et ça fera un partout. Réaction du coach français au coup de sifflet final. Je me demande comment on a fait pour ne pas gagner ce match. Après, c'est le foot. On doit être bien avant à l'abri d'un coup de sort, un coup du sort comme celui qui nous a frappé sur le but encaissé. Sylvain Ripoll, c'est souvent le foot avec Sylvain Ripoll. Son ennemi souvent, Sylvain Ripoll, c'est le foot. Je lui conseille peut-être d'ouvrir une boîte de cassoulet, un restaurant de cassoulet, peut-être il y a moins de problèmes. L'équipe, mais c'est le cassoulet aussi. C'est un autre problème, le cassoulet. L'équipe live diffusée Côte d'Ivoire-Cameroun ce soir dans la campagne de qualification vue du prochain mondial également. Avec une première période puissante des Ivoiriens, doublée de Sébastien Haller, qui marque d'abord là sur penalty à la 19e minute, puis qui récupère un ballon de Kouassi à la 29e. La frappe est parfaitement ajustée et l'avantage est assez net jusqu'à ce que l'écart ne soit réduit sur penalty aussi. Transformation signée Moumi Ngamale à la 61e minute. Des nouvelles préoccupantes du roi Pelé à présent, Virginie. Le triple champion du monde brésilien est hospitalisé depuis 6 jours à Sao Paulo. Des examens de routine lui ont détecté une tumeur au côlon. La lésion suspecte a été enlevée pour être analysée. Un ultime combat pour le roi qui a tenu à rassurer ses fans sur ses réseaux sociaux. J'affronterai ce match avec le sourire aux lèvres, beaucoup d'optimisme et de joie de vivre, entouré de l'amour de ma famille et de celui de mes amis. On passe au volley avec les Bleus qui continuent leur parcours sans faute à l'Euro de volley avec une victoire en 4-7 face à l'Allemagne, Virginie. Ils prennent seuls la tête de leur groupe dans le championnat d'Europe ce soir. Beaucoup d'actions dans ce match. Vous allez voir une lutte acharnée aussi jusqu'au bout. Il aura fallu 7 balles de 7 aux Français de Bernardino en rouge pour remporter la première manche. L'Allemagne prend le large dans la deuxième, égalise un 7 partout avant que le bloc des Bleus ne revire en tête et arrache la victoire dans la souffrance, de quoi leur servir pour la suite. Prochain match mercredi face à la Lettonie. On connaît les premiers quarts de finale de l'US Open. Chez les hommes déjà, Zverev n'a pas tremblé. En bas, en noir, à Doukan.
Le Tour de Grande-Bretagne, deuxième étape, la victoire en solitaire pour Robin Carpenter. Grâce à une très très belle échappée matinale, il a réussi à lâcher son dernier compagnon, le poursuivant britannique Jacob Scott, à 24 km de l'arrivée. À ce moment-là, le peloton pointait à 4 minutes derrière eux. Le coureur de Philadelphie arrache là sa première victoire en dehors du continent nord-américain et prend la tête du général aux dépens de Wout van Aert. Julien Alaphilippe, lui, termine à la 6e place. Dans quelques minutes, la suite de l'équipe du soir. Nous reviendrons à nos moutons. Deschamps est-il perdu? En tout cas, nous nous interrogeons sur sa communication, qui est d'habitude sans faille. La com de Deschamps en question, est-ce qu'elle est toujours efficace quand ça ne gagne plus en bleu? Dans quelques minutes, la réponse des chroniqueurs de l'équipe du soir. Il me semble qu'il y aura un duel. Deschamps perdu pour attaquer cette deuxième partie de l'équipe du soir. Deuxième partie express en compagnie de Régis Brouard, Guillaume Dufy, Yannick Dalma, Dominique Sévrac et le président du soir, Sébastien Tarago. La com de Didier Deschamps en question. Après 5 matchs, l'équipe de France patine. Les conférences de presse de Didier Deschamps sont guettées, ou plutôt les réponses du sélectionneur. Une question aujourd'hui, pensiez-vous que ça allait être aussi dur de se relever de l'Euro? Vous allez voir, Didier Deschamps fait sa mine. L'Euro, le qualifie. Je vois pas le rapport, regardez. C'est pas une question d'euro ou pas euro, on est reparti sur un autre objectif. Après, évidemment, sur ces 2 matchs que l'on a joués, on a été plus dans la réaction que dans l'action, avec des scénarios où ça tourne pas à notre faveur. La com de Deschamps devient-elle un problème quand l'équipe de France ne gagne plus? À cette question, 2 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Ça va charcler sur la droite. Jingle. Dominique Sévrac, vous avez répondu non. Bonsoir. Bonsoir Dominique. Vous allez affronter le redoutable et redouté Régis Brouard qui a répondu oui. Maître Brouard, on vous écoute, vous avez 30 secondes ou un peu moins, on vous écoute. Ouais, les trophées et les résultats effaçaient le contenu des conférences de presse de Didier Deschamps. Aujourd'hui, d'être dans des situations un peu difficiles ou critiques, d'être toujours dans la banalité ou dans l'à peu près ou dans le fataliste pose problème pour moi. Il serait intéressant d'envoyer un peu d'énergie, des vraies explications et peut-être, et pourquoi pas, surprendre un peu les gens. Dominique Sévrac, vous avez répondu non. Moi je dissocie la com et les résultats en fait. Moi je connais des entraîneurs qui sont super bons en com et ils sont complètement nuls dans leurs résultats. Et l'inverse aussi, en fait la com c'est l'écume, ça traduit un état d'esprit, ça traduit comment est l'état d'esprit d'une équipe, comment ça règne en... Ouais, quelle est l'ambiance un peu en interne, mais ça ne dit pas si un entraîneur est perdu, pas perdu. En fait, il est perdu par son coaching, il est perdu par ses choix, il est perdu par sa tactique. Mais la com, elle va rien noter de spécial, elle va rien dire sur le degré de perdition de Didier Deschamps. Vous avez encore 7 secondes et 7 dixièmes. Régis, avez-vous un argument à faire valoir à Dominique, votre adversaire du soir? En fait, aujourd'hui, on écoute, mais on n'entend plus ce qu'il dit. Plus d'arguments, enfin en tout cas, bonne punchline pour terminer. Régis Brouard a répondu oui à cette question. Dominique Sévrac, c'est non. Compte Twitter de l'équipe du soir. Le président est demandé. Président, lorsqu'on aura le vote du public, si votre décision est la même que le vote du public, je rappelle que vous gagnez un point pour le quiz juste après. Voilà, je préfère tout de suite vous le dire. Ah très bien, je vais voter en fonction du peuple. Non, mes arguments, Sébastien, je le sais. Et on sait où il faut aller dans ce cas-là. Mais moi je crois que Didier Deschamps, il a assis son pouvoir et son autorité à travers une forme de rayonnement qui passait aussi beaucoup par la communication. Et pendant très très longtemps, on a dit il maîtrise tout. Il maîtrise ses joueurs, il maîtrise aussi entre guillemets l'environnement médiatique, la presse. Tout est très favorable pour lui, même quand ça va mal, c'est jamais vraiment de sa faute, parce qu'il a quand même traversé des secousses, ne l'oublions pas. Et donc je pense que en interne, sa communication, son image, le fait qu'il ne soit jamais attaqué, cela rejaillissait sur les joueurs, et que les joueurs aussi avaient une forme de crainte de Didier Deschamps, parce qu'on le savait intouchable. Et aujourd'hui, il ne l'est plus, et sa communication joue beaucoup, parce qu'effectivement, elle devient illisible. Quand pendant des années, vous avez dit que c'est pas grave la manière dont on joue, on est nul, c'est votre problème, moi je trouve pas, nous on gagne des matchs. Vous êtes là pour juger les fesses sur vos chaises, très bien, le contenu, moi je suis là pour gagner. Je ne suis pas là pour faire du beau jeu. Mais quand il n'y a plus le beau jeu, ni quand il n'y a pas le beau jeu et qu'il n'y a pas les résultats,
alors le discours, il passe plus. Et du coup, il y a des petites failles. Il y a des petites failles en externe qui rejaillissent vers l'interne. Donc ce n'est pas la seule explication, mais c'est une des explications. Et donc je donnerai le point à Régis. Bertrand Latour, vous avez tenu longtemps dans cette soirée. Vous êtes là à Lyon. Le match, c'est demain. Bertrand, j'ai lu une de vos interventions avec Didier Deschamps. Vous lui avez parlé des 5 matchs nuls consécutifs, donc l'Euro et ses éliminatoires. Et Didier Deschamps dit non, non, c'est les 2 matchs. J'ai l'impression qu'il veut complètement oublier l'Euro, alors que c'est le même contenu. Vous avez relevé également ça, cette bizarrerie dans la com de Didier Deschamps? Oui. Ouais, vous êtes fort, Olivier. Sans vous brosser, vous êtes fort parce que c'était comme ça également que je voulais commencer mon intervention, puisque je trouve que ça dénote assez bien l'état d'esprit de l'équipe de France, parce que depuis le début, depuis que l'Euro s'est achevé, le début de la séquence médiatique avec l'interview de Didier Deschamps dans l'équipe, celle du Goloris, on était sur le credo, l'Euro c'est terminé, on oublie, on repart d'une feuille blanche, etc. Arrêtez de nous parler de l'Euro, c'est bon, c'est 10 minutes, etc. Et là maintenant on en est au point de, voilà, il n'y a pas 5 matchs nuls d'affilée, il y en a 2, mais ça pour moi en fait la communication de Didier Deschamps c'est la conséquence des mauvais résultats. Donc quand un entraîneur est en difficulté sur le plan des résultats et qui veut continuer à protéger son groupe et à ne pas tout nous dire et à ne pas exposer toutes les faiblesses qu'il peut y avoir au sein de cette équipe et dysfonctionnement, il est obligé de rester vraiment sur l'écume, pour reprendre le mot de Dominique, et il nous donne pas grand chose, qui était le cas également quand ça gagnait, mais pour moi, c'est uniquement la conséquence en fait de ces mauvais résultats-là. Mais cette communication-là, elle a une limite. Cette limite, ce sont les rencontres et la théorie des 10 minutes où tout a déraillé sur l'Euro. On s'aperçoit bien à la lumière de ces 2 matchs pour le moment, j'espère pas du 3e, qu'il y a d'autres dysfonctionnements. Ça, on le savait déjà, mais ça permet de le mesurer également. Et les sorties du Goloris prouvent bien que lui est plutôt de l'avis, et je pense que c'est l'avis également de certains cadres aussi. Mais je pense que Didier Deschamps pense comme nous, mais juste ne veut pas nous le dire. Ça s'est pas joué sur 10 minutes. Donc oui, la communication pour l'entraîneur qui n'a plus les résultats escomptés, elle est forcément plus difficile à opérer. En Ligue 1, Villas-Boas au début on le trouvait génial parce qu'il gagnait, puis quand il gagnait plus, il était moins bon, et c'est pareil de dire ça quand il gagne les matchs, il est meilleur quand il les perd, et on peut ça le dupliquer à beaucoup d'entraîneurs. Donc c'est vrai qu'un entraîneur qui perd, il est obligé de venir régulièrement, et c'est difficile. Et même sur le choix des interlocuteurs pour la communication globale de l'équipe de France, où il y a eu beaucoup de très jeunes joueurs qui sont venus au début de rassemblement, ça permettait d'éviter de parler de l'Euro, puisque quand vous amenez Chouameni et Diaby, on va pas leur poser des questions sur l'Euro. Après ça a été Verretou et Hernandez, forcément pareil, mais sauf qu'à un moment donné, dans le foot, il y a les matchs, a dit un jour Grégory Schneider. Merci beaucoup, Bertrand. Tu ne peux pas dire que la communication est un outil maîtrisé à la perfection par Didier Deschamps et que cela l'aide à gagner, à construire des groupes, à construire des victoires, à construire des conquêtes. Et le jour où tu perds, la communication n'est pas importante. Elle est capitale dans le foot d'aujourd'hui. Tout le monde le sait. Sébastien, on ne disait pas ça. Tu perds des groupes. On disait pas ça quand il gagnait. Tu perds des groupes à travers la communication parfois. Mais on disait pas que c'était génial quand il gagnait. On disait pas qu'on se régalait aux conférences de presse, aux explications. Oui, on disait que c'était maîtrisé. Combien de fois on a dit il est trop fort, il maîtrise et tout. Combien de fois j'ai entendu c'est lénifiant, il raconte. Mais ça, c'est autre chose. On parlait de Loris. Tu peux je parle de Deschamps. à défaut, Deschamps en conférence de presse, il a la réponse à tout, c'était hyper carré. Et aujourd'hui, en plus de cela, tu te retrouves avec un Didier Deschamps qui est quand même obligé, notamment dans l'interview à l'équipe, qui a marqué le début de cette ère de communication après l'Euro, où il reconnaît quand même ce que l'on avait dévoilé à l'époque de l'Euro, à savoir que Paul Pogba et lui s'étaient bien frictionnés contre la Suisse, qu'ils n'étaient pas d'accord sur le plan tactique, qu'il y avait vraiment des problèmes comme ça. Après, bien sûr, il les minimisait. Mais derrière, vous avez Paul Pogba qui parle, qui dit « Ah non, non, il ne s'est rien passé ». Non, franchement, au niveau tactique avec le coach, non, rien du tout. C'était une petite discussion comme ça, tranquille. Ce qui est étonnant, tu parles de Pogba, tu parles de Loris, tu as l'impression que les cadres ne parlent pas du tout aujourd'hui ou ne parlent plus le même langage que Didier Deschamps. Avant, conférence de presse de Loris et de Deschamps, c'était pas du copier-coller. Pas du copier-coller, mais dans l'idée, il y avait une idée directrice. Là, Loris, il est quand même en train de dire que les mots de l'Euro sont toujours... mais Loris, tu le sais très bien qu'en plus, ça fait longtemps que ça dure, mais il en a ras-le-bol. Oui, parce que lui, il est isolé dans le groupe. Déjà, c'est... Malheureusement, moi j'adore Hugo Loris parce que c'est un type il est moins bon, intelligent. Loris, hein. C'est un type intelligent et vraiment au-dessus du lot globalement. Mais il est isolé dans ce groupe, c'est pas un capitaine.
Tout le monde le sait. Il n'est pas En plus, influent. il était capitaine, mais proche pas influent. d'Olivier Giroud. Olivier Giroud, on ne peut pas dire que sa sortie ait été très glorifiante et glorifiée. Je pense qu'il n'a pas forcément apprécié. Il est un peu seul dans ce groupe aussi. On en a pris. Bertrand, juste, on va dire au revoir à Bertrand. Vous vouliez une dernière réponse, un dernier moment derrière. Je le signale, votre sens interdit, votre défense de stationner, peut-être une mise en scène par rapport à la situation des Bleus actuellement. Non, juste pour dire que sur la relation entre Deschamps et Hugo Lloris, moi je pense qu'ils ne sont pas si éloignés que ça. Guillaume est encore, j'en prends pour preuve la sortie qu'il a pu faire au micro de la chaîne L'Équipe après le match contre l'Ukraine. Il reprend ce qu'a notamment dit Didier Deschamps à la mi-temps, où il les a secoués largement, signe qu'il a encore de l'énergie sur le thème de l'agressivité, toutes ces choses-là. C'est des mots qui avaient été ceux de Didier Deschamps à la mi-temps. Donc ils ont un rôle qui est un peu différent dans leur communication, mais je pense que s'il y a encore quelque chose qui marche bien, c'est quand même ça fonctionne plutôt pas mal encore entre les deux, et Hugo Lloris il n'évolue pas en franc-tireur quand il en dit pas mal sur ce qui se passe au sein des Bleus. Très rapidement, Juste Siani. pour rebondir sur ça, on a quand même l'impression que Deschamps est dans une sorte de déni. Je ne sais pas si c'est calculé ou si c'est fait justement pour maîtriser le truc, voilà. Et Hugo Lloris, il va quand même un peu plus franco, dit les choses. Alors je ne sais pas s'ils se sont mis d'accord là-dessus, mais moi j'ai un sentiment de déni de la part de Deschamps, en tout cas sur ce qui se passe actuellement. Flic gentil, flic méchant. Et parce qu'on en revient à l'interview de l'Équipe pour analyser l'Euro, c'est une très mauvaise analyse de l'Euro. En fait, son interview, c'est dire mais je prends tout pour moi, c'est de ma faute. Ouais. Il y a eu 10 minutes ratées, mais sinon on fait un super Euro. C'est plutôt Régis qui prend tout pour lui là. Hein. Oui, mais il a raison, c'est normal. Oui, c'est évident. J'ai joué le méchant, moi j'ai joué le bad cop, il a joué le good cop. Virginie, quel téléspectateur joue pour quel chroniqueur ce soir? Il y a un cadeau? Ah, il y a un cadeau. Sébastien Tarago va jouer avec Games Val FR. Siani Dalma jouera avec Delestre Jérémy, Guillaume Dufy avec David Vietti, Dominique Sévrac avec It's Léa Private, et Régis Brouard avec Monsieur Magic. C'est parti. Et on gagne un livre sur le Paris Saint-Germain ce soir. Oui, C'est pas grave. Franck Ribéry donc s'est engagé aujourd'hui avec le club promu de la Salernitana à 38 ans. Oui, c'est dur. Dans combien de clubs a-t-il joué? 9. 9. Bonne réponse de Dominique Sévrac. C'est un tout pile. Et en 2003-2004, Ribéry se fait remarquer en national. Il est à Brest. Il termine meilleur passeur du championnat. Combien de passes décisives a-t-il? 17, 21, 13, 17, 12, 21, 13, 17, 11, 21. Vous gagnez, Guillaume Dufy, c'est 23 passes. Il y a des égalités ou pas? On va tirer une dernière question. Tiens, au Bayern, c'est 12 ans de règne. Combien de trophées au total il a gagné? 18. 18. Pas le dire? 15. Combien il est resté au Bayern? 12 ans. 24, moi. 24. 14. 20. 14. 24. 22. 22. C'est un tout pile de Régis Brouard. Ça vaut un point de plus, vous gagnez le quiz. Voilà. On a encore le temps ou pas? Bien sûr, on a encore le temps. Merci Virginie. C'est le dictionnaire officiel du Paris Saint-Germain. Et bravo à Monsieur Magic qui a gagné avec Régis Brouard. Je vous quitte avec ce petit hommage de l'équipe à Jean-Paul Belmondo, l'as des as. Il sera en supplément avec votre journal demain. Ok, voilà. Monsieur Magique, vous pouvez l'appeler Magique. Hein. Demain, France-Finlande, évidemment l'avant-match, la mi-temps et le débrief dans l'équipe du soir. Très bonne soirée à vous.